CFNJ présente La vie dans la Naudière. Hugo Valiquette de la Troquelle. Bon Allô, mercredi, Nicolas. ça va bien? Ben oui, ça va super bien. On va parler justement de la différence entre le Québec et le reste du Canada. Quel sujet intéressant! Puis les gens peuvent rester un peu surpris comme comment ça en action communautaire autonome, on va parler Parce de qu'on cette est distinction-là. différent. Ben exactement. Quand on dit qu'on forme une nation, on a même décidé de tisser un filet social complètement différent de ce qui fait. Puis là, dans les autres provinces du Canada, puis je dirais même dans le continent américain, là, les États-Unis, leur filet social ressemble en rien à ce qu'on a développé au Québec. Doute. De moins en moins, d'ailleurs. Oui, vraiment. Et quelle est la principale différence entre le Québec et le reste du Canada, Hugo? Ben, en fait, la principale décision qu'on a prise au Québec au début des années 2000, c'est de reconnaître l'action communautaire autonome comme un des remparts importants du filet social. Et en faisant cette reconnaissance-là, on a décidé qu'il y aurait des moyens qui proviendraient de l'État qu'on investirait pour le filet social via les organismes communautaires. Bon, dans les dernières chroniques, on a su que c'était pas tout le temps respecté. Mais... Non, puis des fois, ça utilise pas toujours les bons canaux. Mais c'est là. Mais c'est là, puis ça reste que le financement de la mission globale représente presque 1 milliard d'investissements à chaque année. Il en manque, mais il y a quand même ce socle-là important. Quand on se compare, quand on regarde, mettons, qu'est-ce qui se passe en Ontario, parce que des fois, les gens ont l'impression que des organismes communautaires autonomes, comme au Québec, ben, ça doit être ça partout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben non, ça n'existe pas, les organismes communautaires autonomes. Arrête. Qu'est-ce qui va exister? C'est des OBNL, des organismes à but non lucratif, ou des ONG, des organismes non gouvernementaux. Ils vont avoir, comme nous, des conseils d'administration, ils vont avoir une structure, mais, mettons, la question de la structure, tu sais, nous, on souhaite l'indépendance du réseau public. On souhaite qu'on soit autonome pour qu'on représente les membres puis qu'on soit à leur réalité. Mais dans les autres provinces, pour avoir du financement, il faut soit que tu ailles voir des fondations, soit que tu aies la charité, donc que les gens décident d'investir dans ta mission, ou il va y avoir des tractations avec des gouvernements, surtout fédérales. Ça, c'est quand même particulier. On ne connaît pas beaucoup ça au Québec. Mais pour des projets précis, on va dire tu vas recevoir de l'argent pour faire ça. Autrement dit, le modèle québécois est quand même avantageux pour nos organisations. Ben, il est avantageux pour nos organisations, pour nos communautés, pour les citoyennes et citoyens, dans l'optique où on a fait le choix ensemble de mettre des fonds en place pour les organismes communautaires, pour soutenir. Puis on a dépolitisé ça et surtout, on a enlevé le fait de devoir faire le plus pitié possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand tu es dans la logique de la charité ou dans la logique de la philanthropie, d'avoir... faut que tu fasses pitié. Ben oui, exactement. C'est la façon que tu vas récolter des sous. Mais imagine essayer de structurer des emplois quand, dans le fond, tu vas avoir ton financement pour 1 an, 2 ans, puis qu'après ça, probablement, tout est à recommencer continuellement. Ben les organismes sont très fragiles. Suffit d'un changement de direction par le gouvernement, puis là, boum, il n'y a plus d'argent. Fait que là, les organismes doivent se réinventer. On mise sur le bénévolat. Fait que tout ce que nous, on a ici au Québec de structurant par rapport aux organismes communautaires puis leur réalité, le fait que c'est à long terme aussi. Et dans le cas de crise économique, comme on peut vivre présentement à petite échelle, mais on ne sait pas, ça peut peut-être s'empirer dans les prochains mois, on ne souhaitera pas. Mais dans les autres États que le Québec, c'est plus compliqué. Là. Ben oui, parce que ça veut dire que si, mettons, les entreprises ont moins de moyens, qui décident de moins investir vers le social, ben les organismes, ces coupures-là, ils vont les vivre directement. Là. Puis tu sais, c'est pas normé, c'est pas des cadres, c'est pas des choix qui ont été faits de façon collective. Là, c'est individuel, c'est « Hey, là, j'ai la bonne idée ». On parle d'entrepreneuriat social, c'est vraiment ça. Puis là, je vais donner un exemple vraiment épouvantable à mes yeux. Dans les autres provinces, on va avoir des obligations d'impact social. Les obligations d'impact social, c'est que le gouvernement va encourager des entreprises à investir dans les organismes à but non lucratif pour atteindre des missions sociales, pour aider des gens. Mais là, le gouvernement va dire, si tu investis dans l'organisme, puis si l'organisme atteint les indicateurs ou les résultats qu'on souhaite, ben là, le gouvernement va rembourser l'entreprise.
Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette entreprise va gérer l'organisme. Ben exactement, parce que là, ça met une pression sur l'organisme à atteindre ses résultats pour que l'entreprise ait son remboursement. Tu as vu le danger. Ben puis ça, on le voit beaucoup. Mais nous, ici au Québec, en ce moment, grâce au modèle de l'action communautaire autonome, on est protégé de ces types de financements-là. Il y a des entreprises qui vont donner des commandites, qui vont signer des ententes avec des organismes, puis on le souhaite en mode d'enracinement dans la communauté, mais c'est pas ce qui va soutenir toute l'infrastructure d'un organisme communautaire. Quand on va chercher ces fonds alternatifs-là, ben ça permet le développement d'initiatives, ça permet justement de renforcer l'action. C'est sûr que c'est pas parfait. Hein? Là, j'en parle dans le modèle d'ACA, puis c'est comme, ben, le modèle est vraiment bien. Nous, le problème, c'est que là, le peu d'investissement qu'il y a eu pendant tellement d'années fait qu'on est loin de ce qu'on devrait avoir comme financement. Fait que oui, on se tourne quand même assez vers les autres sources de financement, mais imaginons la situation où le milliard actuel, on ne l'aurait pas pour les organismes communautaires autonomes, puis ben, c'est parce que c'est toutes les entreprises que ça prend pour soutenir ça aussi. Puis là, ben, en situation de crise économique, c'est vraiment difficile. Puis un exemple vraiment percutant de ce que ça a comme impact, c'est la pandémie. OK, quand la pandémie, puis c'est quand même pas si loin, là, v'là 5 ans. On veut plus en parler, on veut plus voir ça, mais ça fait juste 5 ans. Là. Ben, ça fait 5 ans, puis il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le fait qu'on soit financé à la mission globale, là, les organismes, ils n'ont pas de compte à rendre sur comment ils font les activités. Ils ont des comptes à rendre sur la mission, comment on atteint la mission. Du jour au lendemain, on a dit aux organismes, vous n'avez plus le droit d'accueillir de personnes dans vos murs. Mais c'est ce que la plupart des organismes font. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, tu sais, mettons, au Canada, ben il y a des entreprises qui auraient dit, ben tu peux plus faire ça, on va garder l'argent. Fait que là, ben les personnes ne se retrouvent plus d'emploi. Il n'y a pas de, tu sais, comment on va travailler l'innovation puis trouver comment soutenir les gens. Ben nous, le financement à la mission, là, il continuait. Puis, ben les organismes, ils se sont revirés de bord. Ils ont trouvé des nouvelles façons d'être en contact avec leurs membres. Écoute, l'innovation puis la créativité pendant la pandémie, quand tout le monde était quand même touché, mais les organismes, par ce soutien-là, cette infrastructure-là, ça a permis de continuer à soutenir les gens malgré l'ampleur de cette crise-là. Fait que ça démontre à quel point notre modèle, là, il est vraiment particulier. Il permet d'être là pour... Tu sais, je parlais de filet social, bien, c'est ça qu'on a créé et il n'est pas dépendant de qui va faire pitié. Il n'est pas dépendant d'une compétition à la meilleure mission. On est reconnu pour ce qu'on fait. Puis là, ben, on travaille nos solidarités. Est-ce que tout est 100% parfait? Effectivement, non. Puis même entre nous, il faut se le rappeler des fois qu'on est de l'action communautaire autonome, mais on a des bases solides, on a des cadres adoptés, on a des politiques en arrière de ça qui sont inexistantes dans les autres milieux. Puis à chaque fois que j'en parle avec des OBNL, justement, des organismes à but non lucratif des autres provinces, ils comprennent pas notre modèle. Ils doivent envier le Québec, sincèrement. Envier, Nicolas. À la limite, ils sont comme... T'es sûr de ce que tu me racontes, là. Ça existe vraiment, ce que tu dis. Parce que, justement, ils peuvent même pas le concevoir à cause du modèle dans lequel ils sont pris. Puis, tu sais, c'est un vieux modèle, la charité, tu sais, ça recule sur la religion qui permettait, justement... Puis là, je vais dire un gros mot, mais prendre soin des pauvres, prendre soin des démunis, tu sais... Ben oui, c'est vrai, puis on va être là pour les personnes vulnérabilisées, mais c'est beaucoup plus que ça. La CAS, c'est de la reprise de pouvoir, c'est de l'empowerment, c'est tout ça, là. Ben oui, c'est ça, l'ACA, Hugo. Puis moi, je pense que c'est un modèle qui va certainement être dupliqué éventuellement ailleurs, puis on pourra se féliciter de ça, d'avoir été les premiers. Ben oui, tellement, puis de le faire rayonner, notre modèle, à travers les difficultés qu'on a, ben réaliser à quel point c'est un beau modèle, puis qu'on peut collectivement continuer à le renforcer, puis à le construire. À l'améliorer, bien sûr. Absolument. Hugo, à la semaine prochaine. Absolument. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.